Je vous parle aujourd'hui avec un document à la main qui devrait terroriser n'importe quel investisseur de la place de Paris, autant, sinon plus, qu'une bombe atomique. Pendant que l'attention médiatique française était absorbée par les images de chars en Amérique latine et les communiqués dramatiques venus de Washington, quelque chose de bien plus grave, de bien plus définitif, s'est produit sur l'échiquier mondial. Le téléphone rouge, cette ligne directe de gestion de crise entre Washington et Moscou, celle qui avait empêché l'apocalypse nucléaire pendant la guerre froide, a cessé de fonctionner. Ce n'est pas qu'on ne décroche plus. Le câble a été coupé. Ce que révèlent les informations sorties ces dernières heures, c'est que l'opération dite de résolution totale au Venezuela n'a pas seulement été un crime politique et militaire. Elle a été l'erreur de calcul finale, celle qui a validé l'avertissement le plus ignoré de ces dernières années. Il y a exactement un an, en janvier 2025, la présidente du Mexique avait envoyé un message diplomatique confidentiel à la Maison-Blanche. Une note sèche, lucide, presque clinique. Elle y décrivait la politique étrangère américaine d'une formule brutale, une rhétorique creuse, sans substance négociable. Dans ce message, elle prévenait que si les États-Unis continuaient à promettre des accords qu'ils n'étaient plus capables d'honorer et à brandir des menaces qu'ils ne pouvaient plus assumer, alors le système international finirait par se désagréger. À Washington, on a ri. On a parlé d'alarmisme, d'exagération, d'une vision périphérique qui ne comprenait pas la réalité du pouvoir. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2026. Le Mexique avait raison et les États-Unis sont plongés dans le chaos. La nouvelle est tombée comme une déflagration silencieuse. Le ministère russe des Affaires étrangères a officialisé la rupture totale des négociations avec Washington. Il ne s'agit ni d'une suspension ni d'un gel temporaire. C'est une annulation sans échéance, une porte fermée. Vladimir Poutine est arrivé à la même conclusion que certains industriels et banquiers étaient déjà parvenus à tirer lors d'une réunion confidentielle fin 2024. L'administration Trump n'est pas un partenaire crédible. Ce n'est pas un acteur stratégique, mais un spéculateur improvisant avec la géopolitique comme on joue au poker avec l'économie mondiale. On promet la paix en Ukraine en 24 heures sans proposer la moindre concession concrète. On promet un pétrole vénézuélien bon marché et on livre le chaos, l'instabilité et un baril à des niveaux historiques. À Moscou, la patience s'est épuisée. La Russie a décidé qu'il n'y avait plus d'interlocuteur valable à Washington. Pourquoi cela devrait-il inquiéter un salarié français, un agriculteur de la Beauce ou un employé de la périphérie lyonnaise? Parce que lorsqu'une superpuissance nucléaire et énergétique décide que la parole américaine n'a plus aucune valeur, ce ne sont pas seulement les canaux diplomatiques qui s'effondrent, ce sont les marchés, les contrats, les chaînes d'approvisionnement, l'architecture même du commerce mondial. Je vais vous révéler un élément que la presse économique dominante a soigneusement évité de mettre en avant par peur de déclencher une panique bancaire incontrôlable en Europe. En novembre 2025, il y a à peine 2 mois, une réunion strictement confidentielle s'est tenue à Genève. Aucun chef d'État, aucun ministre sous les projecteurs. Autour de la table se trouvaient ceux qui détiennent le véritable pouvoir, des représentants des banques centrales, le Japon, la zone euro, le Mexique et, écoutez bien, la Russie. Pourquoi des alliés traditionnels de Washington, des pays alignés militairement et financièrement sur les États-Unis, se retrouvaient-ils assis face à Moscou? Ils ne préparaient pas une alliance idéologique. Ils construisaient un canot de sauvetage. Le Japon, pilier historique du financement de la dette américaine, a reconnu lors de cette réunion qu'il ne faisait plus confiance aux bons du Trésor des États-Unis. L'instabilité politique permanente et l'utilisation du dollar comme arme de sanction ont transformé la dette américaine en actif à haut risque. Le message était limpide: on ne peut pas financer des retraites,
des infrastructures et une stabilité sociale avec des titres qui peuvent être dévalués par un tweet présidentiel. L'Europe, dont la France a écouté avec une attention glaciale, et pendant que Washington jouait à la démonstration de force, d'autres, plus discrets, préparaient déjà l'après. C'est cette réalité-là que nous allons décortiquer dans les prochaines parties, ce qui s'est décidé à Genève. Pourquoi les sanctions annoncées aujourd'hui par Washington n'ont pratiquement aucun effet? Et surtout, pourquoi ce moment marque la fin de l'illusion selon laquelle les États-Unis peuvent encore imposer leur volonté au monde par la seule menace? Si la rupture diplomatique avec Moscou est le symptôme visible, alors la réunion secrète de Genève en était le diagnostic. Et ce diagnostic était sans appel. Ce qui s'est joué à Genève n'était ni un complot idéologique, ni une trahison spectaculaire. C'était un exercice froid de gestion du risque. Des hommes et des femmes en costumes sobres, armés de tableurs et de projections macroéconomiques, ont regardé les bilans de la Réserve fédérale américaine et ont ressenti une peur réelle. Pas une peur morale, pas une peur politique, une peur comptable. Celle qui naît quand les chiffres cessent de tenir ensemble. Imaginez la scène. Un salon privé d'un hôtel suisse à l'abri des caméras, aucune bannière, aucun drapeau. Autour de la table, les émissaires de la Banque du Japon, les stratèges de la Banque centrale européenne, des représentants discrets de la Banque du Mexique mandatés par la présidence, et en face, la délégation de la Banque centrale de Russie. Selon le récit dominant, ces acteurs n'auraient jamais dû se parler. Le Japon et l'Europe seraient des vassaux dociles de Washington, la Russie l'ennemi systémique. Mais l'argent n'a ni allié ni ennemi, il n'a que des intérêts. Et l'intérêt commun ce soir-là tenait en une seule question. Que fait-on quand Washington perd le contrôle? Le Japon a parlé en premier, et c'est cela qui a tout fait basculer. Tokyo a admis que la volatilité politique américaine, combinée à l'addiction de l'administration Trump à transformer le dollar en arme de sanction, avait rendu les bons du Trésor américain toxiques, trop imprévisibles, trop politisés. Le Japon n'a pas annoncé une vente massive qui aurait provoqué un séisme immédiat. Il a annoncé quelque chose de plus subtil et de bien plus dangereux pour Washington, l'arrêt progressif des achats. Le robinet serait refermé lentement, méthodiquement. C'est à ce moment précis que la position mexicaine a révélé toute sa portée stratégique. La délégation de Mexico n'est pas venue supplier ni provoquer. Elle est venue présenter des données, des scénarios, une analyse déjà formulée un an plus tôt. La politique de coups de menton et de promesses irréalistes conduirait inévitablement à une fuite en avant militaire, destinée à masquer la perte de crédibilité. Le Venezuela ou l'Iran n'étaient pas des exceptions. Ils étaient des symptômes. Le Mexique a expliqué que cette guerre serait fatale aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines, qu'elle briserait la logistique, l'énergie, les flux industriels. Et c'est là qu'a émergé l'idée centrale de Genève, la création de corridors de liquidités neutres, un mécanisme technique permettant aux grandes économies de continuer à commercer en énergie, en nourriture et en composants industriels, même en cas de paralysie ou de politisation extrême du système financier dominé par le dollar. En clair, un plan B, un système de compensation en monnaie locale contournant New York, conçu précisément pour le scénario que nous vivons aujourd'hui. Cette réunion explique pourquoi les sanctions américaines annoncées récemment contre la Russie et les partenaires du Venezuela ont eu un effet quasi nul. Washington a frappé sur la table. Les marchés n'ont pas bougé. Le rouble est resté stable. Le peso mexicain s'est même légèrement apprécié, parce que le choc avait déjà été anticipé, absorbé, neutralisé. Le monde financier avait intégré l'hypothèse d'une Amérique imprévisible bien avant que le premier missile ne tombe. Le plan de Genève s'est activé à l'instant même où l'opération militaire a commencé. C'est une humiliation silencieuse pour une puissance impériale. Donner un ordre, annoncer une sanction et constater que la machine mondiale continue de tourner comme si de rien n'était. L'avertissement mexicain n'était pas une menace. C'était une lecture correcte de la réalité matérielle.
La puissance américaine reposait sur la confiance, et cette confiance avait été dilapidée dans des démonstrations de force sans substance. À Moscou, la colère n'est pas née de la peur, mais du mépris. La Russie a considéré qu'il n'y avait plus rien à négocier avec un acteur incapable de maîtriser sa propre économie. Négocier avec Washington revenait à négocier avec un conducteur ivre. Le seul choix rationnel était de descendre du véhicule avant l'accident. C'est exactement ce que le monde a fait à Genève, et les conséquences de cette décision commencent à frapper l'économie réelle. L'inflation que nous observons en Europe et aux États-Unis n'est pas un accident conjoncturel. Elle est le résultat direct d'un reflux des dollars vers leur point d'origine. Pendant des décennies, ces dollars étaient absorbés par le reste du monde en échange de biens réels. Aujourd'hui, ils reviennent, et cette masse monétaire qui rentre au bercail détruit le pouvoir d'achat. Les exportations agricoles américaines ont déjà chuté de manière significative, non par embargo officiel, mais par perte de confiance. Les partenaires diversifient, ils sécurisent, ils se protègent. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont des exploitations qui ferment, des industries qui vacillent, des équilibres sociaux qui se fissurent. La prophétie ignorée s'est accomplie. Et ce que nous vivons n'est pas une simple crise diplomatique, c'est l'entrée dans une phase de découplage profond. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette rupture s'est traduite concrètement par des décisions énergétiques et industrielles et pourquoi l'Europe, y compris la France, se retrouve désormais face à un choix historique qu'elle ne peut plus repousser. Dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce officielle de Moscou, la rupture n'est plus restée théorique. Elle s'est matérialisée brutalement dans la matière même de l'économie. La Russie n'a pas répondu par des discours, mais par des décisions physiques. Elle a activé ce que certains stratèges appelaient encore, avec arrogance, l'option impossible. L'arrêt immédiat des exportations stratégiques vers les États-Unis, uranium enrichi, néon, palladium. Des mots qui paraissent techniques, presque abstraits, mais qui constituent la colonne vertébrale du monde moderne. Pour un citoyen européen, cela peut sembler lointain. Pourtant, l'impact est immédiat et global. Près de 20% de l'électricité américaine dépend du combustible nucléaire russe. Plus de 80% des semi-conducteurs avancés utilisés dans les télécommunications, l'aéronautique et les systèmes militaires nécessitent du néon issu de chaînes russes. En coupant ces flux, Moscou n'a pas attaqué une idéologie. Elle a stoppé des usines. Elle a figé des chaînes de production. Elle a provoqué ce que les ingénieurs appellent un arrêt cardiaque systémique. Et c'est ici que la différence entre rhétorique et réalité devient éclatante. Washington sanctionne avec du papier, des décrets, des listes noires. Moscou répond avec des atomes, avec des matériaux que l'on ne peut ni imprimer ni improviser. Le résultat est visible, flambée immédiate des prix des semi-conducteurs, alerte de coupures programmées dans plusieurs États américains, avertissement discret mais grave des opérateurs énergétiques. Ce n'est pas une menace pour demain, c'est une pénurie qui commence maintenant. Dans ce contexte, la position mexicaine devient la clé de voûte de tout l'édifice. Selon la vieille logique impériale, les États-Unis auraient exigé l'alignement total de leurs voisins. Rupture avec Moscou, rupture avec Pékin, obéissance sans condition. Cette demande a été formulée et elle a été refusée, calmement, fermement. La présidente mexicaine a invoqué la neutralité active et la sécurité nationale. Elle a rappelé une vérité simple. Les accords commerciaux nord-américains sont faits pour le commerce, pas pour le suicide économique. Le Mexique sait que s'il coupait ses liens industriels avec l'Asie et l'énergie russe indirecte, son secteur manufacturier s'effondrerait en quelques semaines. Il a donc choisi la continuité, la stabilité, la survie. Ce refus mexicain est le véritable choc que Wall Street n'avait pas anticipé. Les modèles supposaient une soumission automatique. Ils ont rencontré une souveraineté pragmatique. Et en résistant,
Le Mexique a ouvert une brèche continentale impossible à colmater. On ne peut pas isoler une puissance énergétique si l'arrière-cour logistique reste ouverte. On ne peut pas imposer un blocus quand le principal hub industriel régional continue de fonctionner. Les conséquences sont déjà visibles dans les chiffres, mais surtout dans la vie quotidienne. D'un côté de la frontière nord-américaine, les prix explosent, les stocks s'amenuisent, l'incertitude s'installe. De l'autre, les flux continuent, les usines tournent, les accords tiennent. Ce contraste est insupportable pour Washington car il révèle une vérité crue. La pénurie actuelle n'est pas imposée par l'extérieur, elle est auto-infligée. Et pendant que la propagande médiatique cherche des coupables faciles, parlant de trahison ou d'ennemis imaginaires, la causalité réelle est soigneusement évitée. Ce ne sont ni la Russie ni le Mexique qui ont rompu les règles du jeu. Ce sont les violations répétées des engagements internationaux, les interventions militaires unilatérales et l'usage abusif de la finance comme arme politique qui ont poussé le reste du monde à se protéger. L'Europe observe cette séquence avec une inquiétude croissante. Car si les chaînes américaines se brisent, les nôtres tremblent aussi. La France, l'Allemagne, l'Italie ne sont pas des spectateurs neutres. Elles dépendent des mêmes flux technologiques, des mêmes marchés, des mêmes équilibres énergétiques. La différence pour l'instant tient à une chose, la préparation. Ceux qui ont anticipé disposent d'une marge de manœuvre. Ceux qui ont cru au slogan se retrouvent pris au piège. Ce que révèle cette phase, ce n'est pas la puissance russe ou l'habileté mexicaine en soi, c'est la faillite d'un système fondé sur la croyance que la contrainte financière pouvait remplacer la coopération matérielle. La réalité revient toujours par la porte de service, et elle revient sans négocier. Dans la prochaine partie, nous analyserons comment cette rupture se traduit déjà sur les marchés européens, pourquoi certaines décisions prises à Bruxelles et à Francfort prennent soudain un tout autre sens, et surtout quels choix stratégiques se présentent désormais à la France dans un monde où l'obéissance automatique n'offre plus aucune protection. Ce qui se joue désormais en Europe n'est plus une question de solidarité idéologique, mais de survie économique. À Bruxelles, à Francfort, à Paris, le ton a changé. Officiellement, les communiqués parlent encore d'unité, de valeur, de fermeté. Mais en coulisses, les décisions racontent une autre histoire. Une histoire de repli stratégique, de calcul froid, de préparation à un monde où le parapluie américain ne protège plus personne. Depuis plusieurs semaines, les grandes capitales européennes observent avec attention ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Les alertes énergétiques américaines, les tensions sur les semi-conducteurs, les ruptures logistiques ne sont pas perçues comme des accidents passagers. Elles sont analysées comme des signaux faibles devenus soudainement très forts. La certitude que les États-Unis peuvent absorber n'importe quel choc et continuer à irriguer le monde en stabilité s'est fissurée. C'est dans ce contexte que certaines décisions européennes, passées presque inaperçues dans l'actualité quotidienne, prennent une dimension nouvelle. La réticence croissante de la Banque centrale européenne à soutenir indéfiniment le dollar. Les discussions techniques sur des mécanismes de paiement alternatifs pour l'énergie. Les accords discrets avec des pays producteurs via des intermédiaires. Rien de spectaculaire. Tout est volontairement ennuyeux, bureaucratique, lent. Mais c'est précisément ainsi que les ruptures historiques s'opèrent. La France se trouve au cœur de ce dilemme. Puissance diplomatique, dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, mais profondément intégrée à une économie européenne dépendante des flux mondiaux. Paris comprend désormais que l'alignement automatique n'est plus une garantie de sécurité. Il peut même devenir un facteur de vulnérabilité. Lorsque les décisions prises à Washington déclenchent des pénuries à Houston, ce sont aussi les usines de Toulouse, de Lyon ou de Sochaux qui tremblent. Ce que les élites économiques européennes redoutent le plus n'est pas la confrontation ouverte, c'est l'instabilité chronique. Un monde où les règles changent au gré des impulsions politiques,
où les contrats peuvent être rompus unilatéralement, où les chaînes d'approvisionnement deviennent des armes. Dans un tel environnement, la seule stratégie rationnelle est la diversification. Multiplier les fournisseurs, multiplier les canaux, réduire la dépendance à une seule puissance, même alliée. C'est exactement la logique qui a présidé aux accords de Genève. Et c'est cette même logique qui commence à structurer la politique européenne réelle, loin des caméras. La France, comme l'Allemagne ou l'Italie, ne se demande plus comment soutenir Washington, mais comment éviter d'être entraîné dans sa chute. Ce glissement est subtil, presque imperceptible pour le grand public, mais il est fondamental. Pendant ce temps, aux États-Unis, la situation intérieure se dégrade. Les pénuries technologiques commencent à affecter non seulement l'industrie, mais aussi le quotidien. Les retards de production, les coupures d'énergie, l'inflation persistante érodent le contrat social. Et c'est là que réside le danger systémique. Un empire ne s'effondre pas d'abord à l'extérieur. Il se fissure de l'intérieur lorsque sa population commence à ressentir physiquement le coût de ses choix géopolitiques. En Europe, cette réalité est observée avec une distance inquiète, car l'histoire a montré que les puissances en difficulté intérieure ont tendance à externaliser leurs crises, à chercher des responsables, à durcir le ton, à exiger des alignements plus stricts. Plus Washington se sent isolé, plus la pression sur ses partenaires augmente, et plus ses partenaires doivent choisir entre loyauté affichée et protection de leur propre société. C'est ici que la France se trouve à un carrefour historique. Continuer à suivre une ligne dictée par une puissance en perte de contrôle au risque d'importer son instabilité, ou accepter un monde plus fragmenté, plus complexe, mais où la souveraineté économique redevient une priorité concrète. Ce choix ne se fera pas dans un discours solennel. Il se fera dans des décisions techniques, des contrats signés, des flux redirigés. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment cette bifurcation globale dessine déjà les contours du nouvel ordre mondial, pourquoi la date du 7 janvier 2026 sera retenue par les historiens et ce que cela signifie très concrètement pour les citoyens européens qui entrent dans une ère où la réalité matérielle reprend le dessus sur les promesses creuses. Nous sommes donc arrivés au point où les lignes de fracture ne sont plus théoriques, mais pleinement visibles. Le 7 janvier 2026 ne restera pas dans les livres d'histoire comme la date d'une opération militaire ratée ou d'un communiqué diplomatique de plus. Il sera retenu comme le jour où le monde a cessé concrètement de demander l'autorisation à Washington pour fonctionner. Le jour où la réalité matérielle a pris le pas sur la mise en scène du pouvoir. Ce qui émerge sous nos yeux n'est pas un chaos total, contrairement à ce que certains discours alarmistes voudraient faire croire. C'est une bifurcation. Deux circuits économiques distincts commencent à se dessiner. Le premier est celui du dollar militarisé, de plus en plus fermé, de plus en plus paranoïaque, obsédé par le contrôle et la sanction. Dans ce circuit, l'économie se contracte, la rareté augmente, l'inflation s'installe durablement et la surveillance devient la réponse politique par défaut. L'énergie y manque parce que l'uranium n'arrive plus. Les étagères se vident parce que la confiance commerciale a disparu. Le second circuit, plus discret mais bien plus dynamique, est celui de l'économie réelle. Un circuit fondé sur les flux physiques, sur les matières premières, sur la production tangible. Dans ce monde-là, le gaz circule encore, parfois par des intermédiaires. Les composants arrivent, les ports fonctionnent, les usines tournent. Ce n'est pas un monde idéologique ni moralement pur. C'est un monde pragmatique où les États et les entreprises ont tiré une leçon simple. On ne survit pas avec des promesses, mais avec des accords respectés. L'Europe, et la France en particulier, se trouvent désormais entre ces deux mondes. Le confort de l'ancien ordre consistait à ne pas choisir, à bénéficier de la protection américaine tout en profitant du commerce mondial. Ce confort a disparu. Désormais, chaque décision engage des conséquences réelles. Continuer à s'aligner mécaniquement sur une puissance en perte de crédibilité, c'est accepter d'importer ses pénuries et ses tensions internes. Diversifier, dialoguer,
Sécuriser ses approvisionnements, c'est accepter un monde plus complexe, mais plus stable à long terme. Ce que beaucoup découvrent aujourd'hui avec stupeur, c'est que la prospérité occidentale n'était pas un droit naturel. Elle reposait sur un équilibre fragile, sur la patience des autres, sur une confiance tacite dans la parole américaine. Cette patience s'est épuisée, non par haine, mais par nécessité. Le reste du monde n'a pas déclaré la guerre aux États-Unis. Il a simplement décidé de ne plus financer leurs contradictions. La réunion de Genève de novembre 2025 restera comme le moment charnière où cette décision a été prise, non dans le fracas, mais dans le silence feutré des salles de conférence. Les banquiers japonais, européens, mexicains n'ont pas levé le poing. Ils ont fermé des lignes de crédit. Ils ont ajusté des portefeuilles. Ils ont cessé de croire que le risque américain était nul. Et dans le capitalisme, perdre la confiance est plus grave que perdre une bataille. Pour les citoyens européens, la leçon est rude mais essentielle. Le monde qui vient sera moins confortable, moins prévisible, mais aussi plus honnête. On ne pourra plus vivre indéfiniment à crédit sur la puissance d'un autre. La souveraineté économique ne sera plus un slogan, mais une condition de survie. Cela impliquera des choix industriels, énergétiques, diplomatiques difficiles. Cela impliquera de renoncer à certaines illusions. L'effondrement d'un empire ne commence pas lorsque ses statuts tombent, mais lorsque ses infrastructures cessent de fonctionner, lorsque l'électricité vacille, lorsque les chaînes de production se taisent. Ce que nous observons aujourd'hui est la traduction matérielle d'une défaite diplomatique longtemps masquée par la rhétorique. Le nouveau monde ne sera pas plus juste par nature, il sera simplement plus contraint par le réel, et dans ce monde-là, ceux qui auront compris que la coopération vaut mieux que la domination, que la crédibilité vaut mieux que la menace, auront une chance de traverser la tempête. Le reste découvrira trop tard qu'on ne peut pas imprimer du pétrole, ni décréter la confiance, ni sanctionner indéfiniment sans en payer le prix. Le 7 janvier 2026 marque le début de cette prise de conscience globale. Le monde continue d'avancer. Simplement, il ne regarde plus dans la même direction.